Bon, vous m'entendez? On va commencer, parce que au bout d'une heure, on va y arriver. Alors, je vais essayer de faire en sorte que même si vous me voyez de travers, vous arrivez quand même à suivre un peu. Alors, quelques généralités d'abord concernant, on va dire, la méthodologie, les questions pour l'oral, etc. Puis après, on va faire des exercices. Alors, l'oral. D'abord, je dirais, il y a 3 temporalités. Il y a avant, pendant et après. Avant l'oral, ça va être très simple. Ce que je vous conseille de faire, c'est de dormir, de manger et de vous entraîner. De vous entraîner à parler sans notes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir un petit peu. Comment vous entraîner pour vous améliorer, parce que s'entraîner, c'est bien. S'entraîner efficacement, c'est encore mieux. Pendant, ça sera l'essentiel de ce que je vais vous dire, donc je vais y revenir. Et puis après. Après, je vous en parle maintenant parce que c'est important aussi, parce qu'il faut pouvoir se reposer après chaque oral. Et il faut aussi, pour reprendre une citation biblique que j'aime bien, il faut se souvenir de la femme de Lot. Quelle est l'histoire de la femme de Lot? Remember Lot's wife. À savoir, ne pas regarder en arrière. Vous avez fait votre oral, et en général, ce qui se passe, c'est qu'après l'oral, vous réfléchissez et vous comprenez tout ce qu'on vous a posé comme question et que vous n'avez pas su répondre correctement. Vous repensez à tout ce que vous avez dit et toutes les bêtises que vous avez dites. Et tout ça, ça sert strictement à rien. Parce que, 1, le mal est fait, si mal il y a. 2, en fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ça s'est bien ou mal passé. Vous êtes tout à fait incapable dans l'état qui est le vôtre après un oral, de savoir si vous avez eu une bonne ou une mauvaise note. D'autant plus que comme c'est un concours, vous êtes noté par rapport aux autres. Donc, ça ne sert à rien. Vous avez fait un oral, vous passez au suivant. Et entre-temps, vous reposez un petit peu. C'est capital. Je vous dis ça aussi par expérience. Mon ex-femme, par exemple, qui avait aussi passé la grecque d'anglais, je vous ai déjà dit qu'à l'écrit, le premier jour de l'écrit, elle est tombée dans les pommes, 2 fois, que les appariteurs voulaient qu'elle arrête, mais qu'elle a tenu bon. Elle est allée à l'oral, donc déjà la première année, admissible, et cette première année, elle a eu la grecque aussi. Mais un jour, elle a eu 2 sur 20 à l'oral, le lendemain, elle avait 18. Bon, moi, j'ai jamais eu des notes aussi extrêmes, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, et donc c'est important d'aller jusqu'au bout. Because you never know. Ok? Donc je vous le dis parce qu'on a tendance à oublier, on ressasse les choses, et c'est tout à fait inutile. Il faut vraiment passer à autre chose. Alors, pendant l'oral. Pendant l'oral, là aussi, il y a 2 temporalités. Il y a ce qui vous arrive en loge, comme on dit, et ce qui vous arrive pendant le passage proprement dit. En loge, il y a, je dirais, 3 choses qui varient. Tout d'abord, le temps que vous avez de préparation, suivant le type d'épreuve. Là, aujourd'hui, je vais vous parler que de la leçon et du commentaire ou explication de texte. Donc 2 heures ou 5 heures. 2 heures, c'est court. 5 heures, c'est court, mais ça suffit pour faire une leçon. Mais 2 heures, c'est court. Ensuite, il y a la question des ressources dont vous disposez. En fonction de la nature de l'épreuve, vous avez des choses ou pas. Dans tous les cas, normalement, vous avez droit à des dictionnaires. Dictionnaire de prononciation et, dans certains cas, dictionnaire aussi unilingue. N'hésitez pas à vous en servir si vous ne savez pas prononcer correctement un mot, parce qu'il n'y a pas d'excuse. Ensuite, il y a, si vous êtes en littérature, l'œuvre ou les œuvres, si vous avez le choix, au programme. Si vous êtes en civilisation, vous n'avez rien. Donc c'est comme à l'écrit. Tout avec la tête. Ensuite vient la question du sujet. Soit vous avez le choix, soit vous n'avez pas le choix. Pour la leçon, normalement, vous avez le choix entre 2 sujets. Sur 2 œuvres ou 2 questions au programme. Et vous avez aussi parfois le choix entre des types de sujets.
Je dis parfois, parce que ça peut être 2 citations, par exemple, en leçon, ou ça peut être 2 notions. Mais ça peut être aussi une notion et une citation sur 2 sujets. Donc, à ce moment-là, se posent 2 problèmes. Un, le choix. Il faut que vous choisissiez un sujet. Et donc, pour ça, je vous conseille de garder en tête juste 2 éléments. Le premier élément, c'est une question politique stratégique. Si vous voyez un sujet sur une œuvre réputée difficile, ça peut valoir le coup parce que vous pouvez briller davantage que sur l'autre épreuve, l'autre sujet que d'autres vont sans doute choisir par facilité. Et donc, par contraste, vous pouvez gagner des points. Comme c'est un concours, c'est le but du jeu. C'est de gagner plus de points que les autres. C'est pas juste avoir la moyenne. Donc, moi, je sais que c'est ce que j'ai fait quand j'ai passé la Greg. J'ai choisi le sujet le plus difficile. Puis j'ai eu une très bonne note. Deuxième chose, vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps à réfléchir sur le choix du sujet. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Au bout d'un quart d'heure, c'est fait. Parce qu'après, plus vous perdez du temps à choisir un sujet, plus vous allez vous empêcher de faire une bonne analyse. Vous vous souvenez, quand en cours de méthodologie pour l'écrit, je vous disais que l'analyse du sujet devait se faire sans a priori. Or, là, quand vous devez choisir un sujet, vous allez commencer avec des a priori. Donc, plus vous passez du temps à faire une mini-analyse pour choisir votre sujet, plus vous allez être coincé dans une ornière qui sont tous ces a priori qui vont pas vous aider. Donc, il ne faut pas passer trop de temps. 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Idéalement, 3 minutes, ça devrait suffire largement. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui vous arrive en loge. Vous avez un temps limité, vous avez certaines ressources qu'il faut savoir utiliser, et vous avez un sujet. Alors, comment traiter le sujet, on en reparlera, mais essentiellement, l'essentiel de ce que vous devez savoir, vous l'avez déjà fait pour l'écrit. Traiter un sujet pour l'oral, il n'y a pas grande différence. On verra les quelques différences qu'il y a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ensuite vient le passage. Quand vous passez à l'oral, là, il y a essentiellement 2 temps. Le temps de parole qui vous est réservé, que ce soit l'explication de texte ou la leçon, c'est une demi-heure pour l'externe. Et ensuite, une petite discussion avec le jury, qui peut durer entre 5 et 10 minutes en moyenne. Alors, les règles ont changé, donc maintenant, vous avez un changement de langue. Alors, je me souviens jamais. La leçon se fait en anglais, mais les questions sont en français. Et l'explication, c'est pareil. Moi, de mon temps, tout est en anglais. Mais bon, c'est tout à fait formel. Alors, la partie qui concerne la discussion, ça se prépare aussi. On en avait parlé en cours de HP, quand je vous avais dit qu'il n'était pas inutile de laisser comme ça, au cours de votre présentation, des tips en disant, voilà, je vais parler, je n'ai pas le temps de parler de ça. Donc vous pouvez faire un par partie pour que les gens ensuite vous relancent en vous posant des questions. Pour la leçon d'explication de texte, comme vous avez quand même une demi-heure, vous n'avez pas la même excuse pour dire je n'ai pas le temps de parler de ça. Ça peut vous arriver, mais c'est pas la même excuse. Ceci dit, il faut quand même réfléchir un petit peu aux questions que vous n'avez pas évoquées, aux questions que vous n'avez pas réussi à intégrer dans votre plan, choses qui arrivent régulièrement. Et après, on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. La présentation elle-même. La présentation elle-même, comme vous le savez, elle est en 3 parties. Et elle-même sous-divisée. L'introduction, votre discussion, votre plan essentiellement, et une conclusion. Et il est important de préparer chacune. L'introduction, il y a le contenu sur lequel je ne reviendrai pas, c'est la même chose que pour l'écrit, mais il y a des différences avec l'écrit, on va y revenir, et il y a une question en particulier qui concerne aussi le débit et le souffle. J'y reviendrai, mais sachez que pour l'oral, il est important
de prendre le temps, surtout pour l'intro, de pas aller trop vite dans l'intro, parce que comme c'est tout ce qui va, comme vous annoncez tout ce que vous allez faire, il faut avoir le temps de noter pour le jury, notamment votre plan. Hein. Donc il faut prendre un petit peu de temps pour poser la voix, parler tranquillement dans l'intro, et après vous pouvez accélérer. C'est pas grave. Et la conclusion, elle se soigne également. Il y a, dans le cas de l'explication de texte, un petit passage obligé, avant, en principe, le commentaire lui-même, qui est la lecture. Lecture du passage. Alors, est-ce que vous avez lu les recommandations dans les rapports du jury, là-dessus? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les 10 premières lignes. Les 10 premières lignes, Soit avant l'intro, soit avant l'intro, soit après l'annonce du plan. d'accord. C'est ça, hein? Autre chose? Oui. Donc, on vous dit les 10 premières lignes. Alors, je ne sais pas si à un moment les gens avaient le droit de choisir l'extrait qu'ils voulaient lire. Moi, c'est ce qui me semble. Moi, je crois que les deux sont valables. En tout cas, je pense que il faut se poser la question. Et il faut comprendre à quoi sert cette lecture. À quoi sert la lecture, à votre avis? Pour montrer qu'on a compris le texte. Parlez plus fort. Pour montrer qu'on a compris le texte. Non, Oui, et comment? Par l'intonation. Oui. Par l'intonation? Ouais. Le ton. Le ton, d'accord? Le rythme. Le rythme. Alors quand vous êtes en civilisation, c'est un peu plus compliqué, mais il y a aussi effectivement un contexte. L'idée, effectivement, c'est de choisir un passage qui a un sens pour ce que vous avez à dire et de le lire de manière à ce que ça donne sens aussi. Je vous dis ça parce que ça peut vous sembler évident, mais en général, 8 fois sur 10, la lecture, c'est une lecture qui est médiocre, hein, qu'on entend chez les candidats. C'est chiant à entendre, tout simplement. Et en plus, parfois, il y a des erreurs de prononciation. Donc, quand je vous dis que vous avez un dictionnaire de prononciation en loge, le passage que vous allez lire, vérifiez que vous savez prononcer tous les mots. Parce que là, on ne va pas vous louper. Vous aviez le choix de ce que vous alliez lire à voix haute. Je suis pas si sûre qu'il laisse encore le choix. Ou même si c'est les 10 premières lignes, hein, vous regardez, hein, vous vérifiez, parce que ça, je me souviens plus. Moi, j'ai toujours pensé que c'était mieux de laisser le choix, mais effectivement, il y a peut-être, et maintenant, ils veulent que ce soit la même chose. Peu importe, vous regardez. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez ce que vous allez lire. Et donc, vous avez un dictionnaire de prononciation, vous vérifiez qu'il n'y a pas de souci. Parce qu'encore une fois, on ne va pas vous louper. Parce que vous avez une note pour l'oral. Hein. Donc, et ça aussi, il faut gagner des points là-dessus. Et quand? Alors, soit vous le faites au début de l'intro, effectivement, soit à la fin du plan. Ça dépendra essentiellement de votre introduction. C'est-à-dire en fonction du texte, soit vous avez envie de rompre la glace, hein, au lieu d'avoir une petite élucubration liminale, vous faites une lecture du passage, soit à la fin de votre plan, c'est une façon de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous lisez le passage. Vous voyez? Mais vous réfléchissez à la question. Et vous voyez en fonction de votre intro ce qui fonctionne mieux. Et quand vous le lisez, entraînez-vous. Hein, lisez-le comme si vous racontez une histoire à des enfants. Il faut que ce soit intéressant. Il ne faut pas que ce soit un truc archi-scolaire parce que sinon c'est chiant. Et l'idée, c'est qu'on veut avoir des futurs profs devant nous. Non mais ça, et je peux vous assurer que une fois sur 10, on se dit oh là là, ça va être dur hein, pour les élèves. Parce que si vous lisez là, oh please, this is very difficult. Non, faites du théâtre. Hein. Alors, ensuite vient le plan. Alors le plan, quelques remarques là aussi. La forme déjà, à l'oral, 2 ou 3 parties. Les deux se valent. Ne soyez pas obnubilés par 3 parties à l'oral. 2 parties sont parfaitement acceptables, et en fonction de ce que vous arrivez à trouver. Ensuite, les choses à préparer soigneusement, toujours, ce sont les transitions. Et les transitions, ce sont aussi des moments où vous allez un petit peu ralentir, pour que le jury comprenne que vous allez passer d'une partie à une autre, qu'ils aient le temps de respirer, de se préparer mentalement.
Ensuite, les renvois vers les documents, vers l'œuvre, vers des documents en fonction du sujet. Il faut réfléchir à la question. Est-ce qu'il est important que le jury aille vraiment consulter le texte? Ou est-ce que c'est tellement évident que vous le mentionnez, mais vous passez rapidement? Je dis ça parce que typiquement dans une première partie, vous allez dire des choses qui ne sont peut-être pas entièrement des banalités, mais que tout le monde va dire. Donc si par exemple vous me dites qu'il y a des tas d'anaphores et que c'est inloupable, vous n'avez pas besoin de me lire toutes les anaphores. Vous allez me dire, voilà, de la ligne 3 à 25, il y a 10 anaphores. Ça suffit. Ça suffit, on a compris. Et après, vous dites à quoi ça sert. Par contre, si vous me montrez quelque chose qui est moins évident, là, vous pouvez dire, bon, la ligne 23, il y a ce terme-là, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut optimiser non seulement le temps que vous avez, mais aussi le genre d'information que vous allez donner au jury. Ça ne sert à rien de passer 15 plombes sur des choses évidentes. D'accord? Donc, posez-vous la question. Et un conseil, notez. Vous avez le temps, surtout pour la leçon, notez sur votre plan toutes les références pour ne pas avoir à les chercher. Parce que c'est du stress inutile. Hein, et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite si jamais il vous manque du temps. Donc si arrivé à votre troisième partie, vous voyez qu'il vous manque un peu de temps, vous n'avez pas besoin de chercher les références. Vous dites, voilà, ligne 23, 46, 56, il y a des termes comme ça. Vous n'avez pas le temps de les détailler, mais au moins, c'était noté. D'accord? Dernière chose, le temps. Le temps, j'en parle là pour le plan parce que typiquement, je vous l'ai déjà dit pour les programmes, mais c'est valable pour tout, méfiez-vous de votre première partie. Votre première partie ne doit pas dépasser 7 à 8 minutes. De préférence, 7 minutes. Hein, pour vous laisser 8 minutes pour la deuxième, 8 minutes pour la troisième. Hein, et après, ça vous laisse suffisamment de temps pour une bonne intro et une conclusion décente. C'est important parce qu'on a toujours tendance à vouloir mettre trop de choses dans la première partie. Or, ça n'est pas la partie la plus intéressante. D'accord ? Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je reviens dessus. Ensuite, je termine avec la conclusion. La conclusion a une forme que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, à moins que vous ayez des questions. Et il y a un élément à faire, il faut la préparer avant d'entrer en salle. Vous pouvez la préparer et pratiquement la rédiger, de même que pour l'intro. Pour le reste du plan, je vous rappelle qu'on va vérifier vos notes à la fin de l'épreuve pour vérifier que vous n'avez pas tout écrit. C'est standard, hein, standard procedure, on vérifie. Pourquoi? Parce que c'est un oral. C'est pas une communication de colloque, c'est pas une lecture de conférence. C'est un oral. Donc vous avez droit à des notes, mais pas à tout un texte écrit. Je vous dis ça parce qu'il faut vous entraîner, parce que parfois vous avez peur, donc vous écrivez des phrases entières. Non, il faut vous entraîner à parler dans bon anglais avec 3 fois rien. Si, par exemple, pour l'épreuve de leçon, vous avez quand même beaucoup de temps, vous pouvez arriver sans notes, c'est très bien aussi. Il y avait des gens, régulièrement, il y a des gens qui sont capables de le faire, et souvent ils ont des notes astronomiques. Mais ça va avec un certain esprit, une certaine préparation. Hein. Mais voilà. Moi, je sais que j'arrivais avec une feuille A4. J'écris petit, certes, mais une feuille A4 me suffisait. Et il faut tenir une demi-heure. Sachez aussi, et ça je crois vous l'avoir déjà dit, si jamais vous écrivez de toute façon les feuilles, c'est l'Éducation nationale qui vous les offre, hein, donc vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Faut en profiter parce que l'Éducation nationale ne donne pas grand-chose. Donc rappelez-vous de n'écrire que sur du recto. Hein.
jamais recto verso. Parce que ça, c'est la porte ouverte à la catastrophe. Et numérotez vos pages, clairement. Et ceux dont vous n'avez pas besoin pendant l'oral, parce que c'est sur votre brouillon, à la fin de votre préparation, vous le pliez, vous le mettez ailleurs. Comme ça, vous n'avez que les notes dont vous avez besoin sous les yeux. Et idéalement, vous pouvez les mettre entièrement, parce que là, pour le coup, normalement, vous avez un bureau, vous avez de la place, vous pouvez les mettre tous devant vous, comme ça, vous n'avez pas besoin de fouiller avec vos feuilles, et comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Comme je vous ai dit que l'idée, c'est d'avoir peu de notes, vous ne devriez pas avoir plus de 3-4 pages, vous pouvez très bien les mettre devant vous, comme ça, vous avez une vue et vous ne perdez pas de temps. D'accord ? Il faut vous entraîner à travailler comme ça aussi. Voilà pour les généralités concernant un peu ces difficultés-là. Maintenant, j'aimerais bien revenir un petit peu sur les problèmes qui sont spécifiques de l'oral. Il y en a essentiellement 3. Le premier problème, c'est le stress. Le stress qui est spécifique à l'oral. Ce n'est pas le même que pour l'écrit. Il y a une question de fatigue qui est cumulée, parce que ça fait des semaines que vous vous entraînez, que le temps n'aide pas non plus en général parce qu'il commence à faire chaud, c'est fatigant aussi. Il y a des effets du coup aussi sur votre souffle. Quand vous passez à l'oral, en général, vous êtes stressé, donc vous ne respirez pas, et donc vous avez tendance à hyperventiler, ce qui ne fait que empirer les choses. Je me souviendrai toujours, vous connaissez c'est un vieux film maintenant, là, Le Grand Bleu, où il y avait je crois que c'était un Japonais qui s'entraînait pour faire un plongeon, parce que c'était des compétitions de plongeon pour aller au plus profond de la mer. Et donc il y avait un Japonais avec des tas d'appareils, etc. Et puis il s'entraînait, puis il le faisait tellement qu'il tombait dans les pommes, à force d'hyperventiler. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut éviter. Hein, il faut apprendre, et ça on en parlera, à respirer. Et le dernier effet du stress, qui est aussi très typique, c'est ce qu'on appelle en anglais tunnel vision. C'est-à-dire que vous ne voyez pas, vous êtes complètement dans votre bulle, vous ne comprenez pas les questions qu'on vous pose, quelqu'un vous dit quelle heure il est, vous ne savez pas répondre parce que ça ne rentre pas dans le cadre de ce sur quoi vous étiez en train de travailler. Donc ça, je pense que ça vous est déjà arrivé, d'une façon ou d'une autre. Non, mais pas à ce point. Mais en tout cas, quand vous arrivez devant le jury, c'est un classique aussi, c'est d'être complètement obnubilé, que vous ne voyez rien d'autre. Ça, c'est l'effet du stress. Hein. C'est l'effet du stress. Et pour mitiger les effets du stress, on va parler un petit peu de quelques exercices. Et évidemment, l'entraînement aide beaucoup pour mitiger les effets du stress. Si vous savez que vous êtes bien préparé, et si vous vous souvenez ce que j'ai déjà dit, il me semble, au début de l'année, à savoir que la grecque d'anglais, si on travaille, si on fait les choses comme il faut, il n'y a pas de raison de la rater. Le stress ne consiste qu'à savoir si vous allez être bien classé ou pas. Si encore vous passiez la grecque d'histoire, ça serait une autre affaire. Mais en anglais, c'est tout à fait faisable. Deuxième problème spécifique de l'oral, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le support écrit. Je m'explique. Quand vous écriviez vos dissertes, vous pouviez clairement distinguer une partie d'une autre. L'intro du corps du texte, le corps du texte, de la conclusion. Vous sautiez, vous mettiez des astérisques, je ne sais pas, mais en tout cas c'était visuel. On passait d'un paragraphe à un autre. À l'oral, il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire que quand on va présenter notre plan dans l'introduction, il faut être beaucoup plus pédagogue, beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair que ce que l'on fait à l'écrit. Vous ne pouvez pas faire une présentation de plan comme à l'écrit. Parce que le jury n'a pas le temps de vous relire, n'a pas le temps de ralentir pour comprendre un petit peu le cheminement de votre pensée, pour deviner d'où ça vient. Non. À l'oral, vous allez expliquer ce qu'est votre première partie, pourquoi et ce qu'il y a dedans, en une phrase. Ça ne va pas vous prendre longtemps, mais il faut le faire. Sinon, on est paumé. D'accord ?
Donc ça n'est pas comme à l'écrit. Il faut être très, très, très explicite. Il n'y a pas de mal à ça, c'est ce que l'on attend de vous. De la même façon, les transitions, il faut être extrêmement explicite. Et de la même façon, les références au texte, il faut les faire efficaces. C'est-à-dire, si vous voulez, encore une fois, passer rapidement sur des choses qui sont évidentes, vous donnez des références rapidement. Mais si vous voulez que les gens aillent lire avec vous un passage, il faut donner le temps aux gens de le lire, en donnant la référence clairement, en faisant une pause, en lisant le passage, hein, et en disant ce que vous avez à dire. Et le troisième élément qui est un problème spécifique à l'oral, c'est la communication non verbale. La communication non verbale, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on vient de faire. C'est de la gestuelle, c'est des regards, c'est une pause, c'est s'assurer que les gens ont compris, c'est un certain débit, faire des pauses, tout ça. Et ça, c'est important. Hein, c'est important de savoir jouer avec. Alors certaines d'entre vous avaient une expérience d'enseignement, donc normalement c'est plus facile, parce que vous savez, vous pouvez voir si quelqu'un suit ou pas, vous savez comment réagir. Là, c'est pareil. Hein. Faut pas non plus prendre le jury pour des demeurés. Hein. Ils savent prendre des notes, etc. Mais il faut quand même s'assurer qu'ils ont le temps d'écrire votre plan, par exemple, que vous avez le temps de poursuivre, etc. Alors, ce sont donc 3 points sur lesquels il faut travailler. Hein. Le stress, le fait que vous n'avez pas de support écrit, donc il faut être extrêmement clair, et la communication non verbale. Et ça, pour travailler, il faut s'entraîner, et puis il faut voir un petit peu ce que ça donne. Quelques conseils pour que l'oral se passe bien. 3 conseils d'abord. D'abord, et je sais que c'est facile à dire, c'est prendre plaisir. Prendre plaisir à passer un oral. Dites-vous, quelle chance! Je suis admissible, je peux parler de quelque chose, j'ai une demi-heure où il y a 3-4 personnes dans un jury qui vont m'écouter pour parler de quelque chose, et vous avez fait le mieux de votre possible, vous avez fait votre possible, hein, ce jour-là. Il ne s'agit pas de rentrer en vous excusant parce que c'est une catastrophe, chose que vous avez parfois tendance à faire. Hein. Peut-être que vous pensez que c'est une catastrophe, mais il faut y aller. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez. Et le jour où vous serez en cours, ça va être pareil. Hein, si vous arrivez en cours en disant « Bon, là, aujourd'hui, je crois que le cours, c'est une catastrophe », vous savez que ça va être une catastrophe. Même si, en fait, votre cours était très bien. D'accord? Donc, c'est capital de faire attention à ça. Il faut y aller et prendre plaisir. Et donc, encore une fois, je sais que c'est pas facile, mais il faut consciemment se dire « Je vais prendre plaisir ». Au moins, pendant une demi-heure, je fais de mon mieux. Deuxième chose, c'est d'y aller en se disant que vous allez raconter une histoire. Quand on se met dans l'idée qu'on va raconter une histoire, c'est comme quand vous lisiez des textes avec un crayon à la main. Votre façon de parler, votre gestuelle change. L'idée, c'est, l'état d'esprit, c'est listen to this, listen to the story that I'm about to tell you. Elle est en 3 parties, ou elle est en 2 parties, etc. Mais j'ai un truc à vous raconter. Et la troisième chose qui vous aidera dans tout ça, c'est de faire en sorte que vous soyez intéressé par ce que vous avez à dire. Et pour être intéressé par ce que vous avez à dire, la meilleure façon, c'est une bonne préparation. Une bonne préparation, ça veut dire que pendant votre travail en loge, vous avez trouvé des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Ça, on en a déjà parlé. Hein. Ça relève d'une bonne analyse du sujet ou une bonne analyse du texte. Et si vous êtes intéressé par ce que vous avez à dire, ça va intéresser les gens. Vous allez être un peu plus articulate, plus vivant, etc. Et ça, c'est capital pour un oral. Mettez-vous dans la place du jury. Le jury veut voir des gens qui vont pouvoir enseigner. Donc, prendre plaisir à raconter une histoire qui est intéressante.
hein. Et ce sont 3 choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre plaisir facilement, d'autres non, d'autres qui peuvent raconter une histoire facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chacun de ces éléments vous aidera à faire en sorte que l'oral se passe le mieux possible. Peut-être pas génial, mais le mieux possible, hein. Alors, ensuite vient la question du rapport avec le jury et les discussions. Alors, le rapport avec le jury commence dès votre entrée dans la salle. Le jury, j'ai juste, on va dire, quatre choses à dire. Première chose, c'est que vous pouvez avoir un jury impassible, voire qui fait la gueule, ou souriant, ou un mélange. Dans un cas comme dans l'autre, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir un jury qui vous fait oui, très bien, et puis après vous avez 2, ou un jury qui vous fait vraiment la gueule comme si vous étiez vraiment une abrutie, et vous avez 18. Le jury reçoit des instructions pour, en gros, faire la même tête à tout le monde. En principe, pour ne pas vous déstabiliser, mais aussi pour que ce soit le plus neutre possible. C'est-à-dire, on ne cherche pas à vous encourager, parce que ça serait vous donner des fausses pistes, vous favoriser. Parce que, ah oui, ça c'est bien, mais ça c'est pas terrible. Ça serait vous favoriser, donc on n'a pas le droit de le faire. Et vous donner des fausses pistes aussi à vous encourager à jouer, hein, pour l'auditoire. Et ça, c'est pas ce qu'il faut non plus. Vous êtes en contrôle, hein. Vous jouez pour l'auditoire, mais vous ne jouez pas en réaction. Parce que si vous faites ça, ça va mal se passer. Ça va pas fonctionner. Donc, faut faire attention à ça, hein, faut pas être démotivé si le jury fait vraiment une gueule d'enterrement ou s'il commence à bâiller, ou chose qui arrive aussi, parce que les journées sont longues, sont fatigantes et le jury est exténué. Pour la grecque externe notamment, c'est 1 mois avec 3 jours de pause, 8 heures par jour, c'est épuisant. Donc si le jury est fatigué, c'est normal. Donc c'est pour ça que c'est important pour vous de rendre la chose aussi agréable pour tout le monde. Deuxième chose, le jury va sans doute à un moment vous interrompre, visuellement en tout cas, pour vous dire combien de temps il vous reste. Ils sont obligés de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous dépêcher. Ça veut juste dire qu'il vous reste X minutes. Donc ne pas stresser, hein. Normalement, vous devez le savoir, parce que vous avez devant vous une montre. Donc ils vont vous le dire parce qu'il faut qu'ils le disent, ou s'ils sentent que vous allez conclure, ils ne vous disent rien, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a les questions. Les questions sont il y a plusieurs questions. D'abord, en préambule, il n'y a pas de questions pièges. On vous l'a déjà dit, mais je le redis au cas où, hein, il n'y a pas de questions pièges. Deuxièmement, les types de questions. En général, c'est soit une demande de clarification, parce que vous avez dit un truc qu'on n'a pas compris, ou qu'on n'a pas eu le temps de noter, soit quelque chose qu'on vous demande de corriger. Donc c'est à vous de voir, hein. Par exemple, vous êtes trompé de nom de quelqu'un, vous avez dit rouge au lieu de jaune. Soit c'est pour aller plus loin. Et là, le jury soit a une idée en tête, soit n'a pas d'idée en tête, mais a envie de voir ce que vous pouvez en faire. Quoi qu'il arrive, prenez le temps d'écouter la question, notez si besoin, et de reformuler si vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas. Mais il faut vous entraîner aussi à écouter et à essayer de répondre à des questions. Pas pour passer 10 minutes à répondre à une seule question, en disant, bon, je joue la montre, hein, comme Zuckerberg dans son audition au Sénat, hein, j'ai droit à 5 minutes par question, donc je vais répondre, comme ça il n'y aura pas de follow-up questions. Non, vous répondez, vous essayez de développer un petit peu votre pensée. Parfois vos réponses seront plus brèves que d'autres, mais il y a un problème quand toutes vos réponses sont très brèves, voire des fins de non-recevoir.
Je le dis parce que régulièrement, je vois ça en colle. Quand j'arrive aux questions, il y a quelques-uns qui font No, I wouldn't know. Or that's possible. Yes. Au bout de 3 questions, on n'a plus envie de vous poser de questions. Hein, parce que c'est un effort aussi de réfléchir à des questions. On a quelques questions qui sont prêtes, des questions qui nous viennent, etc. Mais en gros, si vous n'avez pas envie de discuter, pourquoi on va faire cet effort-là? Or, c'est dommage parce que l'entretien avec le jury, c'est fait pour gagner des points. C'est rare que vous perdiez des points à ce moment-là. L'épreuve au programme, c'est différent, parce que c'est vraiment moitié-moitié. Mais pour la leçon et l'explication, en général, c'est pour améliorer la note que les jurys ont en tête à la fin de votre présentation. Donc, il ne faut pas stresser non plus. C'est-à-dire, il ne faut pas vous dire « Ah, j'avais la chance d'avoir 20, et là, j'aurais que 8. » Non. Vous allez peut-être gagner des points, hein, ou peut-être consolider des choses. Mais ce n'est pas non plus nécessairement déterminant pour la suite. Hein. C'est une chance que vous avez de pouvoir discuter avec des gens. C'est une chance aussi, c'est ça qu'il faut se dire. C'est se dire, bon, vous avez réussi à dire certaines choses en une demi-heure, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas pu dire, et puis il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et là, c'est une occasion d'en parler. Et donc c'est aussi pour ça que quand vous vous entraînez, vous avez encore un petit peu de temps, pas beaucoup, enfin un peu, c'est important aussi de faire ce travail-là quand vous le pouvez. Parce que c'est pas facile de répondre à des questions. D'autant plus qu'en général, et c'est ça un peu la difficulté des concours, c'est que les gens sont obligés de vous poser des questions sans vous donner la réponse. Donc ça fait des formulations alambiquées. Alors que si vous êtes en colloque, il n'y a pas de problème, vous pouvez être transparent. Vous êtes en cours, il n'y a pas de problème, vous pouvez être transparent. Là, non. Donc, parfois, ce sont des questions retorses. Donc, n'hésitez pas à reformuler s'il y a un problème. D'accord ? Dernière chose, concernant les rapports avec le jury, on va dire le public. Il peut y avoir des facteurs externes qui peuvent vous déstabiliser. Il se peut que vous ayez des auditeurs, des gens qui viennent écouter votre prestation. Ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. En général, on vous demande si vous voulez les accepter ou pas. En général, si vous dites non, ils ne viennent pas. Mais sachez que légalement, ils ont le droit d'être là. Parce que ce sont des épreuves publiques. Il ne faut pas se stresser. Hein. C'est un peu stressant dit comme ça, mais il ne faut pas se stresser. Les gens sont dans un coin. Parfois, ce sont des gens de cette année-là qui sont en train de préparer aussi de passer l'oral. Parfois, ce sont des gens d'une année antérieure qui veulent voir à quoi ça ressemble. Moi, je suis allé voir, comme ça, avec un ami. L'année avant de passer la grègue, on est allé écouter 2 €, parce que 3 autres personnes nous ont refusé. Donc, on a réussi à écouter 2 €. Et un oral l'anglais était impeccable, c'était bluffant, on était là. Et l'autre, c'était quand même moins bien. On s'était dit, bon, il y a des gens qui arrivent à être admissibles, mais ça n'a pas l'air terrible quand même. Mais on a vu aussi des choses qui nous ont marqués. Par exemple, je me souviens, à l'époque, c'était Hamlet qui était au programme, et quelqu'un est tombé sur Hamlet, et un membre du jury a demandé comment vous allez scander tel vers. Et en fait, c'était pour dire, vous n'avez pas dit une seule chose, pas fait une seule remarque sur la prosodie. Et il était pénible, c'est-à-dire que ça me faisait de la peine de voir la candidate en question essayer de scander un vers quelconque. Vous voyez, elle a passé 1 minute à essayer de voir ce que c'était. Et ça fait mal. Donc si vous êtes en littérature, attention. Hein. Vous savez que la prosodie n'est pas un art, c'est un art, c'est-à-dire que c'est pas une science exacte. Certains vers peuvent être scandés différemment, c'est possible, mais en tout cas, il faut s'entraîner. Il ne faut pas que ça out of the blue, etc. Et puis, surtout, pour éviter ce genre de questions, faites en sorte d'avoir mentionné quelque part, si vous avez des vers, que ce sont des vers. Et quel type de vers?
s'il y a des rimes ou pas, enfin, une remarque. Hein. Comme ça, nous, jury, c'est une chose, on sait que vous l'avez vu. Hein, vous l'avez mentionné, donc c'est bon. L'autre chose, facteurs externes aussi, qui peuvent vous troubler, des bruits. Je vous dis ça parce que je me souviens quand j'avais passé un concours pour une ENS, à un moment, il était midi, et donc j'ai eu droit comment on appelle ça, aux cloches de l'église du coin qui ont sonné pendant 38 secondes. Oui, pendant 30 secondes, moi, c'était 30 secondes de mon temps de parole. C'est pas grave. Hein. Vous parlez plus fort, on vous entend. Vous continuez. Hein. You're in control. L'idée, c'est ça. Hein. You're in control. Et je termine sur certaines recommandations concernant donc l'oral. L'oral, préparer ce que c'est qu'un oral. Pas nécessairement l'oral de la grecque, mais l'oral. Et il y a deux choses qui concernent la voix et le souffle, qui eux-mêmes ont une incidence sur le débit et le volume. Alors je crois que vous avez eu normalement quelques cours aussi, un petit peu là-dessus, donc je ne vais pas revenir trop dans les détails parce que c'est pas non plus mon rayon, mais il est important de respirer, il est important qu'on vous entende, de projeter suffisamment, et juste les conseils, je vous ai déjà dit ça ailleurs, mais je vous conseille vivement de commencer votre prestation en parlant fort, très fort. Ça a deux avantages. Un, ça vous oblige à respirer. C'est comme courir, mais vous ne pouvez pas courir en général avant de rentrer en salle. Donc, vous parlez fort, ça vous oblige à respirer et ça vous déstresse. Et ensuite, ça réveille le jury, qui a besoin de ça. Et ensuite, conseil, faites des pauses avant les transitions. Je vous ai dit pourquoi. Parce que les transitions, il faut qu'on puisse les noter. Il faut qu'on sente qu'on a terminé, qu'on passe à autre chose. Et que le temps passe, que tout va bien, que vous êtes dans les temps. Parce que c'est stressant aussi pour le jury quand on voit qu'un candidat commence à dépasser, on va dire, il y a 10 minutes, là, 10 minutes, on est toujours dans la première partie. On commence à stresser, on écoute moins ce que vous dites, parce qu'on se dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si les choses sont mesurées, et que vous arrivez à dire, voilà, il me reste, voilà, transition, on sait que vous dominez votre matière et que tout va aller bien. Et dernière chose, donc, quand vous allez continuer de vous entraîner, si vous entraînez à passer à l'oral, il y a deux avantages. Vous gagnez de l'aisance, donc pour, je ne sais pas combien de cols vous avez fait déjà, mais peut-être pas assez, peut-être pas beaucoup. Pour celles qui sont en ligne, je ne sais pas si vous avez déjà passé l'école récemment. Mais au début, c'est dur. Hein, au début, vous avez du mal à trouver vos mots. C'est pénible de faire des phrases, de parler pendant une demi-heure. Je me trompe? Parler pendant une demi-heure, ça va. Non, mais avec les exigences qu'on a à la grecque, c'est-à-dire un anglais soutenu, hein, pas juste causer en anglais. Ouais, c'est vrai qu'il faut... Hein, il faut un certain débit, une certaine qualité de l'anglais ou du français après. Mais et ça va pas venir du jour au lendemain. Ça n'est pas possible. Mais ça peut venir d'une semaine à l'autre. Hein, ça vous prendra pas beaucoup de temps. Mais ça veut dire une demi-heure par jour. Vous parlez pendant une demi-heure par jour. Qualité, agrégation en anglais. Moi, j'ai fait ça donc quand je préparais la grecque. Et je me souviens, à la fin, j'avais un petit bout de feuille avec mon plan. Et je causais impeccablement pendant une demi-heure. Ce que je disais n'était pas très intéressant. Mais c'était en bon anglais, c'était très clair. Voilà. Je savais que j'aurais au moins la moyenne, je savais que j'allais avoir la grecque. Vous voyez ce que je veux dire? Au pire, je sauvais les meubles. Et de fait, ça je ne sais pas si vous l'avez raconté, mais moi, entre l'écrit et l'oral, j'ai pas pu préparer en fait l'oral. Parce que j'ai eu des soucis familiaux. Donc pendant un mois, j'étais même pas en France, j'étais au Mexique. Et je suis revenu la veille du début des oraux. Donc j'ai pas pu préparer. J'avais préparé avant, heureusement. Parce qu'à l'oral, j'étais en civilisation à l'époque. Je suis tombé sur un sujet que j'avais à peine eu le temps de travailler, qui était que pour l'oral en option.
Et qu'avec la méthodologie, j'ai eu 10. Mais qu'avec la méthodologie, parce que j'étais pas compétent, en fait. J'avais pas bien travaillé. Mais parce que je savais travailler, j'ai fait au mieux et j'ai sauvé les meubles. Mais 10, c'est mieux que rien. Vous voyez? Non, mais ça veut dire aussi que si j'avais travaillé, j'aurais peut-être pu avoir une bien meilleure note. Parce qu'en leçon, j'étais tombé sur sur un auteur que je connaissais bien, et là j'ai une bonne note. Vous voyez? Donc, je vous disais, aisance. L'aisance, c'est capital. Ça vous permet aussi de libérer votre esprit pour autre chose que juste faire des phrases en anglais. Vous pourrez libérer votre esprit pour réfléchir à ce que vous avez à dire effectivement et pour aller plus loin. Et ça va entraîner aussi votre voix tout simplement et votre souffle. Pourquoi? Parce que parler, alors certains d'entre vous enseignent déjà, donc c'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas ce problème, mais pour la plupart des gens qui passent la Greg, vous ne parlez pas toute la journée, comme un prof. Un bon prof ne parle pas toute la journée. Dans le secondaire. Dans le secondaire, non, normalement vous devez faire causer les élèves. Ouais. Moi, quand j'enseigne, il n'y a que moi qui cause parce qu'en général, c'est vous dites rien, malheureusement. Mais c'est comme ça. Or, la voix se fatigue, hein, si vous n'avez pas l'habitude, donc il faut s'entraîner un petit peu aussi. Il faut s'entraîner pour avoir un petit peu cette bouteille. Et encore une fois, en une semaine, vous ferez des progrès formidables. Je vous le dis par expérience. Mais ça veut dire que pendant une semaine, tous les jours, pendant une demi-heure au moins, vous causez en anglais, en bon anglais, vous enregistrez, vous écoutez et vous corrigez. J'ai une question. Oui. Vous faisiez des petits sujets ou vous aviez, dit de parler anglais pendant une demi-heure, mais vous aviez un plan, oui, quelque ouais, chose à dire. quelque Oui, chose oui, à... oui. Vous preniez n'importe quoi au hasard et puis comme je fais toujours, même en cours, hein, tous les sujets que je vous donne, c'est des sujets que je prends au hasard. Je peux vous donner 50 sujets de dissertation en une minute. Donc pratiquement. vous faisiez ça, un petit Oui. sujet de dissertation, Oui. vous preniez un petit peu. Voilà, je faisais une demi-heure de préparation. Je faisais un plan. C'est pour ça que je vous dis, je disais pas des choses qui étaient peut-être pas très intéressantes, mais c'était structuré. Il y avait des exemples, etc. Pourquoi? Parce que je préparais des explications de texte en 1 heure. Et je préparais des leçons en 2h30. En moitié de temps, exprès. Ça veut dire que c'était pas aussi poussé, mais je disais au moins tout ce qu'allait dire tout le monde. Et en général un peu plus, parce que j'avais travaillé quand même. Donc c'est ça, c'est s'entraîner. Hein. Donc au début, c'est un peu long parce que vous n'avez pas l'habitude. Plus vous en faites, plus ça ira vite. Parce que, vous l'avez déjà vu pour l'écrit, les problématiques sur lesquelles vous finissez par retomber se ressemblent beaucoup. On est d'accord? Les problématiques pour l'écrit, pour chacun des sujets, vous revenez un petit peu toujours sur les mêmes choses. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Les programmes, c'est autre chose. Hein. Mais ces épreuves-là, normalement, vous les connaissez, les œuvres, les sujets. Donc il n'y a pas de problème. Donc pour ça, il faut travailler. Ensuite, 2 dernières choses, après j'arrête. La forme et le contenu. Alors, pour la forme, il y a des choses sur lesquelles on va être très exigeant. C'est évidemment la qualité de la langue, que ce soit l'anglais ou le français. Il faut parler en bon anglais, donc pour ça, il faut s'entraîner. Mais en français aussi, au moment des questions, il ne faut pas se relâcher non plus. C'est pas parce que c'est en français que vous allez parler n'importe comment. Hein. Parce que ça aussi, dans les rapports, vous avez vu, en général, il y a quelques remarques là-dessus. Il y a des gens qui se lâchent en français et parlent n'importe comment. Ça n'est pas possible. Hein. Vous êtes censé être des professeurs agrégés. Des professeurs agrégés qui se respectent doivent pouvoir causer en bon français. Hein. Pas comme... C'est quoi le film là déjà The School for Children Who Speak Good. C'est Zoolander. Hein. Donc voilà. Ensuite, pour la forme, il faut que ce soit audible, donc vous parlez suffisamment fort, que ce soit agréable dans la mesure du possible, donc la communication non verbale, etc., tout ça, ça joue. Et concernant le contenu, il faut, je vous ai dit que ce soit clair et structuré, ça va ensemble, et il faut aussi que ce soit exigeant. Alors dans exigence, qu'est-ce que j'entends? J'entends que ce que vous avez à dire, vous vous êtes poussé. Hein,
Vous avez vraiment travaillé pour essayer de trouver quelque chose de plus à dire que tout ce qu'on va déjà dire sur le sujet. Il y a un plus que vous avez trouvé. Et ça ne dépend que de vous. Parce que chaque candidat va proposer quelque chose de légèrement différent. Mais ce plus, c'est pas nécessairement une troisième partie. Hein, mais ça peut être un exemple de la première sous-partie de la première partie. C'est ça que je veux dire. Le plus, l'exigence, elle est à tous les niveaux. C'est pas avoir un plan où, la troisième partie, j'aurais jamais pensé à ça. Votre troisième partie peut ressembler à la troisième partie de tout le monde. Il n'y a aucun souci. Je vous dis, là, quand j'ai fait passer une dizaine de calls pour la grègue interne, presque tous les plans se ressemblaient. Mais il y avait des grandes différences. Parce que the devil is in the detail. C'est quels exemples vous allez me donner pour me dire la même chose. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est pour ça que comme je vous dis toujours, les plans en soi, ils peuvent fonctionner, ils peuvent ne pas fonctionner, j'en sais rien. Il y a des plans, je peux vous dire, ça ne va pas fonctionner. Oui. Mais pour les autres, après, il faut voir. Il faut voir dans le détail. Quels sont les exemples, comment vous allez les amener, comment vous allez structurer les choses à l'intérieur, c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'il faut être exigeant vis-à-vis de vous-même. Il ne faut pas être dur, il faut être exigeant. Il ne faut pas être dur dans le sens ah là là, ce que je fais c'est que de la merde, gna gna. Il y a des gens comme ça ne sert à rien. Il faut être exigeant, dire bon, ça c'est bien, mais est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. Et si vous êtes exigeant, vous allez trouver des choses intéressantes à dire, vous serez intéressant, ce sera des choses que vous aurez envie de dire, et vous allez les dire avec brio. Oui. Donc ça, c'est essentiellement, je veux dire, ce que j'avais à dire sur, on va dire, les difficultés propres à l'oral, la méthodologie générale. Après, on va parler plus précisément de certaines postures, des techniques un peu plus classiques, des choses que vous avez normalement déjà fait en cours, mais sur lesquelles on peut revenir. Est-ce que vous avez pour l'instant des questions? Et ça concerne aussi les gens qui sont en ligne. Parce que normalement, si vous mettez un micro, on peut vous entendre. Et si vous n'avez pas de micro, vous pouvez écrire sur le chat sur le côté. Il y a un chat, oui. Je vois des yeux qui s'écarquillent. C'était clair, le début était pas mal. Des questions? Non? D'accord. Vous qui avez passé des oraux récemment, dites-nous tout. L'expérience. Bah, tout ça, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, mais est-ce que dans ce que vous avez pu faire à l'oral, est-ce que vous avez ressenti des choses que vous avez réussi à faire ça, et ça là vous avez souffert? Je sais pas comment j'ai souffert. J'ai fait tout ça. Et ça a marché. Donc ça a marché, c'est super. Ouais. Mais le jury, t'as eu quel genre de jury Horrible. Horrible. Ah, ouais. Pourquoi? J'ai failli pleurer. Le premier jour, c'était horrible. Ouais, ils étaient vraiment très méchants. Pourquoi méchant? Parce que tout ce que je disais, c'est de la merde. On aurait dit. Ils Voilà. disaient non de la tête comme Non, ça. ouais, voilà. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc vous entendez? Je ne sais pas si vous entendez. Donc il faisait comme ça, il faisait comme ça, non, en écrivant, etc. Donc Sophie avait l'impression que c'était tout ce qu'elle disait, ça n'allait pas. Ça lui a pas empêché d'obtenir la grègue interne. Donc Emma, une question. Apparemment son écho ne marche plus. Le choix du sujet est décompté du temps de préparation, c'est ça? Alors, le temps de préparation que vous avez, donc le choix du sujet, en général, ne concerne que la leçon, si je ne m'abuse. Vous avez 5 heures pour la leçon. Vous avez 5 heures pour choisir et composer. Ah, on vous entend. Donc, 5 heures, je vous dis 5 heures, ça suffit largement. Alors, est-ce que vous voulez que je revienne rapidement sur, à mon avis, le temps qu'il vous faut pour chaque type d'épreuve ou pas? Oui, et aussi, est-ce qu'on peut revoir ensemble, parce que là, vous avez dit 7 minutes pour la première partie et 8 minutes pour 2 et 3.
l'intro, est-ce qu'on peut décortiquer un peu plus? D'accord. Alors, la gestion du temps. Ouais. On va commencer par l'explication de texte. Vous avez 2 heures. 2 heures, c'est très court. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer au moins 1h20 à faire une bonne analyse précise du passage. C'est beaucoup, 1h20. Hein. Je dirais presque 1h30. Mais mettons 1h20. Ça veut dire que, en général, au bout de 20 minutes, vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus quoi dire, quoi trouver du passage que vous avez sous les yeux. Mais il faut aller plus loin. Hein, je vous ai déjà dit comment faire, hein, de façon itérative. Vous avez terminé une première analyse du texte, vous revenez dessus pour trouver des choses à dire. Et il faut que ce soit pénible. Hein. Il faut que vraiment vous vous cassiez la tête. Et si vous ne vous cassez pas la tête, vous n'avez pas fait le travail nécessaire. C'est un travail que je fais moi-même. J'ai plus d'expérience que vous. Ça fait des années que je fais ça. Et bien, si je ne me casse pas la tête et si je ne trouve pas des choses que je n'avais pas vues dans des pièces que pourtant j'ai déjà fait moi-même à la grecque il y a 20 ans, eh ben, je ne suis pas content. Je sais que je n'ai pas fait mon travail. Vous voyez? Donc, il faut que vous fassiez ce travail. Et après, vous avez beaucoup de matière pour l'explication de texte. Et l'idée, c'est de faire plusieurs plans. Ça, on en a déjà parlé. Et il faut aller très très vite. Alors, comme c'est un oral, hein, votre plan détaillé, en fait, sera beaucoup plus télégraphique que ce que vous auriez fait pour l'écrit. Parce que la formulation, les efforts de formulation, vous n'allez le faire que pour les transitions. Le reste, c'est vraiment télégraphique. Quelles sont les idées, quels sont les exemples? Hein. Mais quand je vous dis faire des plans, c'est il faut vraiment faire un effort et faire 2 ou 3 plans différents. Alors, 2 ou 3 plans, c'est avec les sous-parties. Mais non, pas nécessairement. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous mettriez dans une première partie, dans une deuxième partie, dans une troisième partie? Après, plus vous allez faire des plans, plus vous allez avoir envie de structurer chaque sous-partie. Et vous verrez, il y a des plans, vous dites, bon, là, la deuxième partie, elle tient debout, mais le reste, c'est n'importe quoi, ou j'arrive pas à faire la troisième partie, ou j'arrive pas à faire une première partie. Ça arrive, hein. Et après, au bout du troisième plan, vous prenez le meilleur de chacun. Et vous le mettez dans une façon qui vous permet d'aller du plus simple au plus complexe. C'est aussi simple que ça. Vous avez des tas de briques, vous voyez quelle est la meilleure façon de les enchasser. Pour vous, parce que c'est à vous de le justifier. La seule chose, c'est vous assurer que vous commencez avec les choses qui sont les plus évidentes et que vous terminez avec les choses un peu moins évidentes. L'autre jour encore, je vous ai passé quelqu'un qui a terminé finalement avec quelque chose qui me semblait évident. Et je lui ai posé la question, mais à votre avis, votre troisième partie, là, pour vous, c'était compliqué ou c'était évident? Elle m'a dit, ah non, c'était évident. Je dis, pourquoi vous l'avez mis en troisième partie? Il fallait que ça soit avant. Si c'est évident, c'est que c'est pas une troisième partie, forcément. Vous voyez, je suis vague exprès parce que, en fait, quand je vous dis qu'il faut faire un effort pour trouver des choses, c'est que, en partie, ce que vous avez trouvé pour votre troisième partie, ce sont des choses que vous avez vues au bout de la deuxième ou troisième lecture ou analyse. C'est pas les trucs évidents. Tous les trucs évidents, vous les ferez dans la première partie. Tout ce que vous avez trouvé au bout d'une lecture détaillée, d'une analyse détaillée, ça va dans une première partie. Ça veut dire que vous avez encore 2 parties à trouver. Vous voyez? C'est pour ça que c'est un travail. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à travailler vite, parce que ça passe très très vite. Si vous faites vraiment le travail que je vous dis, en 1h30, ça passe à toute allure. C'est très fatigant, mais ça passe très vite. D'accord? Donc, il vous reste environ 40 minutes. Hein. En 20 minutes, vous faites plusieurs plans et vous tombez sur un plan au bout de 20 minutes. Et après, il vous reste environ 15 à 20 minutes pour faire un plan un peu plus détaillé, l'intro et la conclusion. En 15 minutes? Oui, en 15 minutes. C'est tout à fait faisable. Pourquoi c'est faisable? C'est un oral. Vous allez passer tout de suite. Vous n'avez pas besoin de tout écrire. Ça sert à rien. Si vous vous êtes entraîné, vous savez que vous pouvez formuler les choses. Si vous n'êtes pas entraîné, vous allez être stressé, vous voulez tout écrire. Mais vous n'avez pas le temps de tout écrire. Parce que vous écrivez tout, après, vous n'avez pas le temps de finir votre troisième partie, et c'est la catastrophe de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que si vous entraînez, vous travaillez régulièrement,
vous faites un plan qui est solide, que vous comprenez, vous notez vos idées pour l'introduction, pour la conclusion, et après vous y allez. Je vous dis, l'explication de texte, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais ce qui est capital, c'est que vous fassiez une bonne analyse pour aller loin. Et après, que vous justifiez le temps. Après, je vous dirai quel temps on prendra pour l'oral lui-même. Je passe à la préparation de la leçon. La leçon, vous avez 5 heures, c'est beaucoup. 5 heures, c'est énormément. Là, vous allez passer, en général, 2 heures à faire une analyse du sujet. Comme on faisait pour l'écrit. C'est le même principe. À l'écrit, vous aviez 7 heures. Pourquoi? Parce que c'est long à écrire. C'est long à écrire. À l'oral, vous n'avez pas ce problème-là, parce que vous n'avez pas à faire tout ça. Donc vous allez vous apercevoir que vous avez énormément de temps. Énormément de temps, non seulement pour faire une bonne analyse, pour trouver des exemples précis pour tout ce que vous avez à dire, et ensuite pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs plans, trouver le meilleur, le plus complexe, c'est-à-dire en rajoutant le meilleur de chacun des plans, pour rajouter tout ce que vous avez trouvé, essayer de le fourrer quelque part dans votre plan, et ensuite de faire en sorte de vérifier que vous allez réussir à équilibrer les parties, en voyant quels sont les exemples que vous allez vraiment garder pour faire en sorte que chaque partie soit équilibrée. Donc là, le principe est le même. C'est-à-dire que vous prenez 2 heures, 2 heures et demie pour faire votre analyse. Vous passez une demi-heure à faire des plans. Ensuite, vous pouvez passer 1 heure à voir le détail, à retrouver les exemples, etc., à tout noter. Puis après, il vous reste 1 heure tranquille pour vérifier et même vous entraîner mentalement. Moi, j'ai toujours pensé que pour la leçon, 5 heures, c'était trop. Non, ça sert à rien. Parce que de toute façon, vous n'avez qu'une demi-heure de passage. Donc, il faut aussi savoir se limiter. Parce que si vous arrivez avec trop de choses à dire, ce sera une catastrophe, vous n'aurez pas le temps de terminer. Donc là, normalement, vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous arrivez à les structurer en 3 parties. En général, en 3 parties, pour le coup, vous y arrivez pour la leçon. Et vous entraînez mentalement. Comment vous faites l'intro, etc. Et du coup, ça veut dire aussi que quand vous passez à l'oral, vous avez peu de choses. Ça vous laisse aussi le temps de manger un peu. Parce que c'est fatigant. L'explication de texte, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez grignoter un truc comme ça, mais là, pour la leçon, vous avez vraiment le temps de manger un petit truc. Donc pour je dirais, le travail en loge, vous avez le temps. Ensuite, vient l'oral lui-même. L'oral lui-même, vous avez une demi-heure, et en général, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer, pour l'intro, environ 5 minutes, maximum. 4 à 5 minutes. Ça veut dire une vraie, belle intro. Par exemple, pour l'interne, non, c'est 3 minutes. 2-3 minutes. Parce que c'est 20 minutes seulement, c'est très très court, il y a plein de choses, et en plus c'est une épreuve à foison. Mais là, vous pouvez prendre jusqu'à 5 minutes, une vraie belle intro. Et ensuite, environ 7 à 8 minutes par partie. Et après, ça vous laisse encore 3-4 minutes pour une vraie conclusion. Alors, vous dites quoi en 5 minutes d'introduction? Alors, dans l'intro. Sans fin. Alors, je vais faire une pause là-dessus.